Le corps a souri avant qu'il ne brûle. Bonsoir à tous, je suis thanatopracteur depuis 15 ans et ce que je vais vous raconter cette nuit va changer votre perception de la mort pour toujours. Ces 9 témoignages viennent directement de collègues embaumeurs à travers la France et chaque histoire que vous allez entendre s'est réellement produite. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications car ce que vous allez entendre est réel. Et l'histoire précédente? As-tu eu peur? Préparez-vous car dans la prochaine histoire 1, vous choisirez le matin de la peur. Je travaillais dans une petite maison funéraire à Marseille, un établissement qui servait principalement les familles modestes du quartier nord. L'équipe était réduite, le directeur, moi et un homme d'entretien mexicain nommé Roberto, qui travaillait là depuis des années. Roberto était discret, efficace et nous nous entendions bien malgré la barrière de la langue. Tout a basculé quand Roberto est tombé malade et a pris sa retraite. Son remplaçant était un Français d'une 50aine d'années, Jean-Claude, au regard fuyant et aux manières étranges. Il parlait peu, évitait le contact visuel et portait toujours des gants même pour nettoyer les vitres. Quelque chose dans son comportement me mettait mal à l'aise, mais je me concentrais sur mon travail. Un matin de novembre, en arrivant au funérarium, j'ai trouvé le directeur livide dans son bureau. Il m'a fait signe d'entrer et a fermé la porte derrière moi. « Nous avons un problème », a-t-il murmuré. La famille Moreau venait de découvrir que 3 orteils manquaient au pied gauche de leur fils décédé. Le jeune homme était mort d'une leucémie. Son corps était intact à l'arrivée. Comment expliquer ces mutilations? La famille menaçait de porter plainte. Le directeur était terrorisé à l'idée d'un scandale. Les blessures n'étaient pas nettes. Les orteils semblaient avoir été arrachés plutôt que coupés. L'image de ces chairs déchiquetées me hantera toujours. Sans caméra dans la salle d'embaumement, impossible de prouver notre innocence. Le directeur a discrètement installé une caméra cachée dans la salle d'embaumement sans informer le personnel. Il voulait coincer le responsable s'il récidivait. Moi, j'ai continué mon travail normalement, mais une tension palpable régnait dans l'établissement. Jean-Claude semblait encore plus nerveux qu'avant, évitant mon regard quand nous nous croisions. 2 semaines plus tard, j'ai préparé le corps d'une vieille dame, Madame Dubois, décédée paisiblement chez elle. J'ai terminé vers 22 heures, laissant le corps dans la chambre froide. Jean-Claude était encore là, nettoyant les sols avec sa méthode habituelle, lente, méthodique, presque obsessionnelle. Le lendemain matin, en arrivant, j'ai vu des voitures de police garées devant le funérarium. Mon cœur s'est arrêté. À l'intérieur, Jean-Claude était menotté, le visage livide, les yeux baissés. Les policiers l'ont emmené sans qu'il prononce un mot. Le directeur m'a convoqué dans son bureau et a sorti une clé USB. « Il faut que tu vois ça », a-t-il dit d'une voix tremblante. L'enregistrement montrait Jean-Claude entrant dans la chambre froide 1 heure après mon départ. Ce qui suivait était si abject que mon estomac s'est retourné. L'homme s'est approché du corps de Madame Dubois et a commencé à mordre ses orteils, les arrachant avec ses dents comme un animal affamé. L'enquête a révélé que Jean-Claude avait déjà sévi dans 3 autres départements sous différentes identités. Il était obsédé par la nécrophagie, ciblant spécifiquement les extrémités des corps non réclamés ou des familles peu attentives. Sa méthode était toujours la même. Attendre la nuit, s'introduire dans les chambres froides et satisfaire ses pulsions cannibales. Les policiers m'ont expliqué qu'il avait purgé plusieurs années de prison dans les années 90, mais qu'il avait changé d'identité à sa sortie grâce à des faux papiers. Son casier judiciaire sous son vrai nom ne révélait rien. C'est pourquoi le directeur ne s'était douté de rien lors de l'embauche. Ce qui me terrifie le plus, c'est de réaliser que pendant des semaines, j'ai travaillé seul avec cet homme. Combien de nuits ai-je quitté l'établissement en le laissant seul avec les corps? Combien de familles ont enterré leurs proches mutilés sans le savoir? L'idée que cet individu ait pu violer la dignité des morts sous mon toit me révolte encore aujourd'hui. Peut-être attendiez-vous une histoire surnaturelle, mais la vérité est souvent plus glaçante que la fiction. Jean-Claude purge aujourd'hui une peine de 15 ans, mais combien d'autres comme lui évoluent-ils dans l'ombre de nos professions?
Cette expérience m'a appris que les vrais monstres ne sortent pas des tombes. Ils portent un uniforme de travail et vous serrent la main chaque matin. Et l'histoire précédente, as-tu eu peur? Préparez-vous car dans la prochaine histoire 2, vous choisirez le matin de la peur. En 2021, je travaillais au funérarium Saint-Antoine, près de Lyon. C'était un établissement familial avec une réputation irréprochable, situé dans un quartier calme où les familles venaient faire leurs derniers adieux dans la sérénité. Cette nuit de septembre allait détruire ma vision rationnelle de la mort. 2 corps d'enfants sont arrivés en provenance d'un village isolé des Alpes, Pine Ridge Valley. Les documents officiels étaient troublants. Cause du décès indéterminé, mais mutilation post-mortem sévère, décrite avec une froideur administrative qui m'a glacé le sang. Énucléation des 2 yeux et ablation de la langue sur les 2 victimes. La paperasserie portait de nombreux tampons et signatures, mais le langage était évasif. Aucune mention d'enquête criminelle, aucun rapport d'autopsie détaillé. Quand j'ai contacté le bureau du coroner pour des clarifications, on m'a répondu que l'affaire était classée et que toute question devait être adressée à la police locale. Mes appels à la gendarmerie n'ont donné que des réponses fuyantes. J'ai fouillé les bases de données à la recherche de dossiers médicaux ou de signalements d'enfants disparus à Pine Ridge Valley. Rien. Comme si ces enfants n'avaient jamais existé, ou comme si leurs traces avaient été délibérément effacées. Un collègue, après avoir vu les documents, a murmuré qu'il valait parfois mieux ne pas poser trop de questions. Les mutilations étaient d'une précision chirurgicale troublante. Malgré mes réticences, j'ai commencé la préparation. La petite fille, que j'ai appelée Emma dans mes notes, avait un visage délicat encadré de cheveux bruns. Ses orbites vides créaient une sensation de vertige que je n'avais jamais ressentie. Sa bouche portait des traces de déchirure, là où la langue avait été arrachée, pas coupée, arrachée. Son frère, Nathan, présentait des blessures identiques. Le plus troublant était l'absence totale de contusions ou de fractures sur le reste de leur corps. Comment 2 enfants pouvaient-ils subir de telles mutilations sans autre trace de violence? Et comment une enquête pouvait-elle être classée si rapidement? J'ai procédé aux étapes habituelles. Nettoyage, désinfection, préparation de la machine d'embaumement. Pour me concentrer, j'ai mis de la musique classique sur la petite enceinte de la salle. Mais après quelques minutes, l'atmosphère est devenue si oppressante que j'ai préféré couper le son et travailler en silence. C'est alors que j'ai entendu le premier rire, un petit gloussement étouffé, comme celui d'un enfant qui trouve quelque chose d'amusant. J'ai regardé autour de moi, pensant à un problème technique ou à la vibration de mon téléphone. Rien. J'ai appelé mon collègue qui organisait des fleurs dans la pièce adjacente. Il n'avait rien entendu et m'a suggéré de prendre une pause. Le rire a recommencé 10 minutes plus tard, plus clair cette fois. J'ai éteint tous les appareils susceptibles de produire du bruit et j'ai attendu dans le silence total. Seuls mes battements de cœur et le bourdonnement des néons troublaient le calme. Puis, au moment de reprendre le travail, le rire a résonné distinctement dans la pièce. Un rire d'enfant, léger et joyeux, complètement déplacé dans cet environnement de mort. La panique m'a envahi. J'ai reculé jusqu'à percuter la table d'instruments, renversant plusieurs outils qui ont résonné sur le carrelage. Je me suis tourné vers Emma et Nathan, mais leurs visages mutilés restaient inertes, incapables d'émettre le moindre son. Aucun moniteur cardiaque ne détectait la moindre activité. J'ai tenté d'enregistrer le phénomène avec mon téléphone, mais à la réécoute, seul le silence se faisait entendre. J'ai vérifié les caméras de surveillance. La salle de préparation n'était pas couverte pour préserver l'intimité des procédures. J'ai recouvert les corps d'un drap propre, incapable de supporter plus longtemps la vue de ces orbites vides. Le rire a retenti une dernière fois, accompagné d'une note d'ironie qui a glacé chaque fibre de mon être. J'ai quitté la salle et passé le reste de la journée à éviter d'y retourner seul. Quand des collègues étaient présents, aucun phénomène ne se manifestait, ce qui me faisait douter de ma santé mentale. Le lendemain, des proches sont venus récupérer les corps. 3 adultes froids et pressés qui ont refusé de voir les enfants et ont signé les papiers sans poser de questions.
Depuis cette nuit, le rire résonne encore dans mes cauchemars, me rappelant que certaines morts refusent le silence. Et l'histoire précédente? As-tu eu peur? Préparez-vous car dans la prochaine histoire 3, vous choisirez le matin de la peur. Il était 23 heures passées quand le funérarium du Bois, où je travaille à Toulouse, a reçu un appel d'urgence. Un corps non identifié venait d'arriver à la morgue. Une jeune femme décédée dans des circonstances floues, sans famille pour la réclamer. La tempête qui s'abattait sur la ville cette nuit-là semblait annoncer que quelque chose d'inhabituel m'attendait. En entrant dans l'établissement, j'ai immédiatement ressenti une atmosphère étrange. Les néons clignotaient de façon irrégulière, comme s'ils réagissaient au battement de mon cœur. Le silence du hall était écrasant, troublé seulement par le bourdonnement électrique qui semblait suivre le rythme de mes pas dans le couloir. Dans la chambre froide, j'ai découvert le corps d'une femme d'environ 25 ans. Visage délicat, cheveux noirs étalés sur l'oreiller métallique, pâleur contrastant avec l'obscurité ambiante. L'étiquette indiquait simplement « inconnu ». Pas de nom, pas d'histoire, pas d'identité. Ma première réaction fut de la compassion. Personne ne mérite de partir sans dignité ni reconnaissance. Ma routine d'embaumement a toujours été méthodique. Vérification de l'intégrité corporelle, nettoyage, injection des fluides conservateurs. Cette nuit ne semblait pas différente des autres, jusqu'à ce détail troublant qui allait tout changer. En passant ma main sur ses paupières pour examiner la zone oculaire, j'ai eu l'impression qu'elle bougeait. Un mouvement imperceptible, mais suffisant pour qu'une décharge nerveuse traverse mon corps. J'ai attribué cette impression à une réaction musculaire post-mortem, un simple spasme qui survient parfois quand le corps conserve encore une activité biochimique résiduelle. J'ai continué la préparation étape par étape. Désinfection de la peau, vérification de l'absence de signes de violence, extraction des fluides corporels. Tout se déroulait normalement. Mais lors de la phase finale d'embaumement, au moment d'injecter le liquide conservateur, j'ai perçu un mouvement minimal de la paupière gauche, si subtil que j'ai douté de ma propre santé mentale. Mon cœur s'est emballé et j'ai dû arrêter mes gestes pour éviter toute erreur. Et c'est mon imagination, me répétais-je. La fatigue, les heures supplémentaires, la tempête dehors, mes nerfs me jouaient des tours. Le reste de la nuit s'est déroulé sans incident. J'ai terminé la préparation, installé le corps sur la civière dans la chambre de repos et quitté les lieux convaincu que mon esprit m'avait joué un mauvais tour. Mais le véritable cauchemar commençait. Le lendemain matin, en revenant pour les finitions, j'ai trouvé la porte de la chambre entr'ouverte. Déjà étrange, car je suis méticuleux et n'aurais jamais laissé un accès non sécurisé. En entrant prudemment, j'ai vérifié la pièce. Puis, s'est produit l'événement le plus troublant de ma carrière. La femme gisait à sa place, mais les yeux grands ouverts, fixant le plafond avec un air serein et indéchiffrable. La terreur et la confusion m'ont submergé. J'étais certain d'avoir fermé ses yeux la veille avec les méthodes réglementaires pour garantir qu'il ne s'ouvrirait pas. Le registre du funérarium ne mentionnait aucune visite de coroner ou de personnel d'entretien. Je suis resté immobile, incapable de traiter la scène. J'ai effectué une vérification complète du corps. La rigidité cadavérique était toujours présente, écartant toute réanimation. Aucun signe vital, pas de pouls, pas de respiration, aucun mouvement thoracique. Pourtant, ses yeux fixes et pénétrants créaient une sensation de malaise au creux de mon estomac. J'ai contacté mes supérieurs. L'histoire paraissait si absurde que je craignais qu'ils ne me croient pas. Ils ont fait venir un médecin légiste dans les heures suivantes. En attendant, j'ai décidé de ne pas laisser la jeune femme seule. Décision guidée plus par mon trouble que par une obligation professionnelle. L'examen du légiste n'a révélé aucune explication claire. Il a pris des échantillons tissulaires et est reparti avec plus de questions que de réponses. La direction m'a ordonné de continuer les procédures habituelles en attendant de nouveaux ordres. La famille n'apparaissant toujours pas, j'ai ajusté la température pour maintenir le corps en bon état. Les nuits suivantes sont devenues un fardeau émotionnel. Chaque fois que j'entrais dans la chambre, j'avais l'impression que si je baissais les yeux une seconde, elle pourrait changer de posture sans que je m'en aperçoive.
Après 2 semaines, le corps a été transféré vers un laboratoire spécialisé. En accompagnant la civière, j'ai remarqué qu'elle conservait la même immobilité, mais ses yeux restaient ouverts, comme gravés dans ma mémoire pour l'éternité. Et l'histoire précédente? As-tu eu peur? Préparez-vous, car dans la prochaine histoire 4, vous choisirez le matin de la peur. Le conservatoire de Bordeaux avait été transformé en morgue temporaire après l'effondrement d'un immeuble qui avait fait 12 victimes. En tant qu'embaumeur, j'avais été mobilisé pour traiter les corps dans ce lieu inhabituel. L'ironie était saisissante. Ces salles qui résonnaient autrefois de mélodies allaient accueillir le silence définitif de la mort. Je travaillais seul dans l'ancienne salle de répétition principale, un espace au mur recouvert de boiseries où trônait encore un piano à queue recouvert d'une bâche. L'acoustique parfaite de la pièce amplifiait le moindre bruit, le clic de mes instruments, le sifflement de la machine d'embaumement. Mes propres respirations semblaient résonner dans une cathédrale. Parmi les victimes se trouvait un vieil homme élégant, vêtu d'un costume sombre et tenant encore dans sa main droite un archet de violon. Les secours avaient retrouvé son instrument brisé près de son corps. D'après les témoins, il donnait une leçon privée quand l'immeuble s'est écroulé. Son nom était Édouard Monclerc, 78 ans, professeur émérite au conservatoire depuis 40 ans. En préparant son corps, j'ai remarqué ses mains. Des mains de musicien, avec des callosités spécifiques aux cordes, des doigts longs et fins qui avaient passé une vie entière à créer de la beauté. Même dans la mort, sa posture gardait une élégance naturelle, comme s'il s'apprêtait encore à porter son violon à l'épaule pour enchanter un public. Vers minuit, alors que je terminais l'injection des fluides conservateurs, une mélodie s'est élevée dans le silence. Des notes de violon, cristallines et mélancoliques, résonnaient dans la salle avec une pureté qui m'a coupé le souffle. La mélodie était d'une beauté déchirante, une valse lente qui semblait pleurer la tragédie de cette nuit. J'ai d'abord pensé à une radio ou à un système audio que j'aurais pu activer par inadvertance. Mais en fouillant la pièce, aucun appareil n'était branché. La musique continuait, s'élevant et retombant avec une émotion humaine palpable. Chaque note portait une tristesse profonde, comme un dernier hommage aux victimes de l'effondrement. La mélodie semblait émaner de partout et de nulle part à la fois. L'acoustique de la salle la faisait danser autour de moi, créant l'illusion qu'un orchestre invisible m'entourait. J'ai regardé le corps d'Édouard. Ses mains reposaient paisiblement sur sa poitrine, l'archet toujours serré dans sa paume droite. Aucun mouvement, aucun signe d'activité. Pourtant, la musique continuait. Une interprétation si parfaite, si chargée d'émotion, qu'elle ne pouvait venir que d'un maître. Les larmes ont commencé à couler sur mes joues sans que je m'en aperçoive. Cette mélodie transcendait la mort, transformant la salle de préparation en un temple dédié à la mémoire des disparus. La valse a duré exactement 7 minutes. Je le sais car j'ai consulté ma montre, fasciné et terrorisé à la fois. Puis le silence est retombé, plus lourd qu'avant, comme si la musique avait emporté avec elle une partie de l'âme du lieu. J'ai terminé mon travail dans un état second, bouleversé par cette expérience qui dépassait toute logique. Le lendemain, j'ai interrogé discrètement les collègues du conservatoire sur Édouard Monclerc. Ils m'ont raconté qu'il avait l'habitude de rester tard pour répéter, même après ses heures d'enseignement. Sa pièce favorite était une valse de Chopin qu'il interprétait avec une émotion unique. La description correspondait exactement à la mélodie que j'avais entendue. Une semaine plus tard, pendant les obsèques d'Édouard, son ancien élève a joué cette même valse en hommage. Dès les premières notes, j'ai reconnu la mélodie de cette nuit. L'interprétation était belle, technique, mais elle manquait de cette profondeur spirituelle, de cette charge émotionnelle qui avait caractérisé la version fantôme. Les autres victimes ont été inhumées sans incident, mais Édouard semblait avoir laissé une empreinte dans le conservatoire. Plusieurs employés m'ont confié entendre parfois des notes de violon dans les couloirs déserts, toujours cette même valse mélancolique. Comme si l'âme du professeur refusait de quitter le lieu où il avait consacré sa vie à transmettre sa passion. Cette nuit-là, j'ai compris que certains liens transcendent la mort.
La musique d'Édouard Moncler continue de résonner, invisible mais éternelle, rappelant que l'art véritable survit à celui qui le crée. Dans le silence de ma profession, j'emporte avec moi cette leçon. Parfois, les morts nous offrent leurs plus beaux cadeaux. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications si ces histoires vous ont marqué. Et si vous voulez soutenir la chaîne, un super thanks nous aide à continuer de vous apporter ces témoignages terrifiants mais authentiques. Et l'histoire précédente, as-tu eu peur? Préparez-vous car dans la prochaine histoire 5, vous choisirez le matin de la peur. L'ancien hospice Sainte-Marie de Strasbourg avait été reconverti en funérarium dans les années 90, mais les murs gardaient la mémoire des décennies de souffrance et d'espoir qui s'y étaient déroulées. Je travaillais dans ce qui était autrefois la chambre 237, transformée en salle d'embaumement. Les murs de céramique blanche et l'odeur persistante de désinfectant rappelaient constamment l'histoire médicale du lieu. Cette nuit de décembre, j'ai reçu le corps de Marguerite Durand, 89 ans, ancienne infirmière en chef de cette même hospice. Elle avait travaillé ici pendant 35 ans avant de prendre sa retraite en 1985. Ironie du sort, elle revenait dans ces murs une dernière fois, mais cette fois-ci comme patiente. Sa famille avait spécifiquement demandé que la préparation se fasse dans l'ancien établissement où elle avait consacré sa vie. En préparant son corps, j'ai remarqué ses mains, des mains d'infirmière, marquées par des années de soins attentifs, avec des traces indélébiles laissées par le port quotidien de gants médicaux. Sur son poignet gauche, une montre à gousset ancienne était restée attachée, celle qu'elle portait pendant ses rondes nocturnes selon sa fille. L'atmosphère de l'ancien hospice était particulière. Les couloirs résonnaient du moindre bruit, amplifiés par l'architecture médicale conçue pour entendre les appels des patients. Même transformé, le lieu conservait cette acoustique spéciale qui permettait aux soignants de surveiller plusieurs chambres à la fois. Vers 2 heures du matin, alors que je terminais l'injection des fluides conservateurs, j'ai entendu des pas dans le couloir. Un rythme régulier, méthodique, comme celui d'une infirmière effectuant sa ronde de nuit. Clic-clac, clic-clac. Le bruit caractéristique de chaussures médicales sur carrelage hospitalier. Les pas se sont arrêtés devant ma porte. J'ai attendu que quelqu'un frappe ou entre, mais rien. Silence total. J'ai ouvert la porte et inspecté le couloir dans les 2 directions. Personne. L'établissement était censé être vide à cette heure, hormis le gardien de nuit qui surveillait l'entrée principale. J'ai repris mon travail quand les pas ont recommencé. Cette fois, il se dirigeait vers l'ancienne salle de soins au bout du couloir. Le rythme était précis, professionnel, celui de quelqu'un qui connaît parfaitement les lieux et effectue une routine bien rodée. Clic-clac, clic-clac, puis un arrêt brusque. Intrigué, j'ai suivi le bruit jusqu'à l'ancienne salle de soins, aujourd'hui utilisée comme réserve. La porte était fermée à clé, mais à travers la vitre, j'ai aperçu une silhouette féminine en blouse blanche qui semblait vérifier des instruments médicaux sur une table. La silhouette bougeait avec l'assurance de quelqu'un qui a répété ses gestes des milliers de fois. J'ai frappé doucement à la vitre pour attirer l'attention de la personne. La silhouette s'est figée, puis s'est retournée lentement vers moi. Le visage était flou à travers le verre dépoli, mais j'ai distinctement reconnu la coiffure caractéristique des infirmières des années 80. Cheveux tirés en chignon strict sous une charlotte blanche. La silhouette m'a fait un signe de la main, un geste rassurant comme pour dire « tout va bien », puis a repris sa vérification d'instruments. J'ai tenté d'ouvrir la porte, toujours verrouillée. Quand j'ai regardé à nouveau par la vitre, la pièce était vide. Aucune silhouette, aucun mouvement, juste les meubles de rangement recouverts de poussière. De retour dans ma salle de préparation, j'ai examiné plus attentivement la montre de Marguerite. Elle indiquait 2h15, l'heure exacte de sa ronde de nuit habituelle selon les témoignages de sa fille. Pendant 35 ans, Marguerite avait effectué cette même ronde à la même heure, vérifiant l'état des patients et s'assurant que tout allait bien. J'ai terminé mon travail dans un mélange de troubles et d'émotions. En quittant l'établissement à l'aube, j'ai croisé le gardien de nuit qui m'a confié « Vous aussi, vous l'avez vu? L'infirmière qui fait sa ronde? Ça fait des années qu'elle continue son service. Même à la retraite, même après, elle ne peut pas s'empêcher de prendre soin des autres. »
Cette nuit-là, j'ai compris que certaines vocations transcendent la mort. Marguerite Durand avait consacré sa vie à soigner et son âme refusait d'abandonner son poste. Dans l'ancien hospice Sainte-Marie, une infirmière fantôme continue sa ronde éternelle, veillant sur ceux qui ne peuvent plus se défendre. Et l'histoire précédente? As-tu eu peur? Préparez-vous car dans la prochaine histoire 6, vous choisirez le matin de la peur. Le château de Malmaison, près de Paris, avait été transformé en funérarium de luxe pour servir l'aristocratie et les familles fortunées. Ces salons d'époque, ces miroirs dorés et ces meubles d'antiquité créaient une atmosphère solennelle où la mort semblait plus élégante. Je travaillais dans l'ancienne chambre du comte, une pièce somptueuse dominée par un immense miroir vénitien du XVIIIe siècle. Cette nuit d'octobre, j'ai reçu le corps du baron de Montcroix, 67 ans, descendant d'une lignée aristocratique remontant à l'Ancien Régime. Il était mort subitement dans son sommeil, dans ce même château où ses ancêtres avaient vécu pendant des siècles. Sa famille souhaitait qu'il soit préparé dans la chambre ancestrale, devant le miroir qui avait reflété 6 générations de Montcroix. Le baron était un homme distingué, même dans la mort. Ses traits aristocratiques, ses mains soignées, sa moustache parfaitement taillée témoignaient d'une vie consacrée au raffinement. Sa famille avait insisté pour qu'il porte son smoking de soirée préféré et ses décorations militaires héritées de ses aïeuls. En travaillant, j'étais constamment conscient de la présence du grand miroir dans mon dos. La tradition voulait qu'on recouvre les miroirs en présence d'un mort, mais la famille avait expressément demandé qu'il reste découvert. Le baron aimait se regarder dans ce miroir, avait expliqué sa veuve. C'est là qu'il se préparait chaque matin depuis 40 ans. Vers minuit, en ajustant sa cravate, j'ai aperçu du coin de l'œil un mouvement dans le miroir. Vers minuit, en ajustant sa cravate, j'ai aperçu du coin de l'œil un mouvement dans le miroir. En me retournant, j'ai vu mon propre reflet, mais quelque chose clochait. Derrière moi, dans le miroir, le baron semblait avoir bougé légèrement. Sa main droite n'était plus dans la même position qu'avant. Je me suis retourné vers le corps réel. Il était exactement comme je l'avais laissé, mains croisées sur la poitrine, visage paisible tourné vers le plafond. Mais quand j'ai regardé à nouveau le miroir, le reflet montrait le baron assis sur la table d'embaumement, me fixant avec un léger sourire. Ses yeux dans le miroir étaient vivants, pétillants, comme s'il m'observait avec amusement. J'ai cligné des yeux plusieurs fois, me frotté le visage, pensant à une hallucination due à la fatigue. Mais le phénomène persistait. Le corps réel restait inerte, tandis que son reflet dans le miroir bougeait indépendamment. Le baron miroir a porté sa main à sa moustache, geste typique qu'il faisait de son vivant selon sa veuve. La situation était si surréaliste que j'ai décidé de lui parler. « Monsieur le baron, que faites-vous » ai-je murmuré en direction du miroir. Le reflet a hoché la tête et a pointé du doigt le tiroir de la commode ancienne. Ses lèvres bougeaient comme s'il parlait, mais aucun son ne sortait. Intrigué, j'ai ouvert le tiroir qu'il désignait. À l'intérieur, j'ai trouvé une lettre scellée portant l'inscription « À ouvrir après ma mort ». La lettre était de l'écriture du baron, datée de la veille de son décès. Il y expliquait avoir eu une vision prémonitoire et demandait que ses dernières volontés soient respectées, être enterré avec l'alliance de sa première épouse, décédée 20 ans plus tôt. Sa veuve actuelle avait omis ce détail, gardant probablement l'alliance en souvenir. Quand j'ai regardé le miroir après avoir lu la lettre, le baron reflet souriait largement et me faisait un signe de remerciement. Puis, lentement, son reflet a repris la position exacte du corps réel, redevenant un simple miroir. Le lendemain, j'ai discrètement remis la lettre à la famille. La veuve, embarrassée, a avoué avoir gardé l'alliance pour se souvenir. Elle a finalement accepté de la placer au doigt du défunt. Curieusement, dès que l'alliance a été remise à sa place, le miroir n'a plus montré aucune anomalie. Pendant les funérailles, j'ai observé le miroir depuis le fond de la chambre. Il reflétait normalement la cérémonie, les invités, les fleurs, mais au moment où le cercueil a été fermé, j'ai aperçu une dernière fois le reflet du baron qui me saluait discrètement de la main, comme pour me remercier d'avoir transmis son message.
Cette expérience m'a appris que même dans la mort, certaines promesses demandent à être tenues. Le baron de Montcroix n'a trouvé la paix qu'après avoir retrouvé l'alliance de son premier amour. Le miroir ancestral avait servi de pont entre les mondes, permettant à une âme inquiète de rectifier un oubli du cœur. Et l'histoire précédente? As-tu eu peur? Préparez-vous, car dans la prochaine histoire 7, vous choisirez le matin de la peur. L'Institut médico-légal de Nantes occupait un bâtiment art déco des années 30, avec de hauts plafonds et une acoustique particulière qui amplifiait le moindre son. Je travaillais de nuit dans la salle 3, un espace carrelé de blanc où résonnait l'écho de chaque manipulation, créant une symphonie macabre d'instruments métalliques et de fluides d'embaumement. Cette nuit de novembre, j'ai reçu le corps de Céleste Moreau, 34 ans, pianiste concertiste décédée d'une crise cardiaque en pleine représentation à l'Opéra de Nantes. Les journaux avaient relaté l'événement. Elle s'était effondrée sur son clavier en jouant la sonate au clair de lune de Beethoven, ses dernières notes résonnant encore dans la salle quand les secours sont arrivés. Ses mains étaient remarquables, longues, fines, avec des doigts qui conservaient encore la courbure naturelle d'une pianiste. Même dans la mort, elle semblait prête à caresser des touches invisibles. Sur son poignet droit, un bracelet portait une inscription « La musique est la langue de l'âme », devise qu'elle avait fait graver après son premier concert. L'ironie de la situation ne m'échappait pas. Cette femme qui avait consacré sa vie à créer de la beauté sonore reposait maintenant dans le silence absolu d'une morgue. En préparant son corps, j'ai pris un soin particulier à positionner ses mains, respectant la grâce naturelle qui les caractérisait. Vers 3 heures du matin, alors que je procédais à l'injection des fluides conservateurs, des notes de piano se sont élevées dans la salle. D'abord quelques accords isolés, puis la mélodie reconnaissable de la sonate au clair de lune, la même pièce qu'elle jouait au moment de sa mort. La musique était d'une pureté cristalline, chaque note résonnant avec une perfection qui transcendait la réalité. J'ai interrompu mon travail, cherchant la source de cette mélodie. Aucun appareil musical dans la salle, aucun système audio activé. Pourtant, la musique continuait, s'élevant et retombant avec l'émotion caractéristique d'une interprétation vivante. L'acoustique du bâtiment amplifiait chaque nuance, créant l'illusion qu'un piano de concert invisible m'accompagnait. La mélodie était d'une beauté déchirante, jouée avec une technicité parfaite, mais aussi une profondeur émotionnelle que seule une artiste accomplie pouvait atteindre. Chaque phrase musicale racontait une histoire. Chaque accord portait une charge sentimentale qui me donnait la chair de poule. C'était l'interprétation d'une âme qui refusait de laisser sa passion s'éteindre avec son corps. J'ai regardé les mains de Céleste. Elle reposait immobile sur sa poitrine, mais dans la lumière tamisée de la salle, j'avais l'impression de voir ses doigts bouger imperceptiblement, suivant le rythme de la mélodie fantôme. Ses lèvres esquissaient un sourire paisible, comme si elle savourait une dernière fois sa pièce favorite. La sonate a duré exactement 14 minutes, la durée habituelle de cette œuvre. Puis le silence est retombé, mais différent d'avant, comme si la musique avait purifié l'atmosphère de la salle. J'ai terminé mon travail dans un état de grâce, bouleversé par cette expérience qui transformait la mort en art. Le lendemain, j'ai assisté aux obsèques de Céleste à l'église Saint-Nicolas. L'organiste a joué plusieurs pièces en son honneur, mais aucune n'égalait la version fantôme que j'avais entendue. Il manquait cette dimension spirituelle, cette connexion directe entre l'âme et la musique que seule la mort semblait avoir révélée. Plusieurs collègues musiciens présents aux funérailles m'ont confié qu'ils entendaient parfois des notes de piano dans l'Opéra de Nantes, toujours la même sonate, toujours jouée avec cette perfection éthérée. Comme si Céleste continuait ses répétitions dans l'au-delà, perfectionnant éternellement son art. Cette nuit-là, j'ai compris que la véritable musique survit à celui qui la crée. Céleste Moreau avait transcendé la mort par son art, transformant sa dernière performance en concert éternel. Dans le silence de ma profession, j'emporte avec moi cette leçon. L'art véritable ne meurt jamais. Il se contente de changer de scène.
La sonate au clair de lune résonne encore parfois dans mes rêves, interprétée par des doigts invisibles mais éternels, rappelant que certaines âmes communiquent par la beauté qu'elles ont créée. Céleste Moreau continue de jouer, quelque part entre les mondes, offrant ses concerts à ceux qui savent encore entendre la musique de l'âme. Et l'histoire précédente? As-tu eu peur? Préparez-vous car dans la prochaine histoire 8, vous choisirez le matin de la peur. L'ancien hôpital militaire de Metz, reconverti en institut médico-légal, conservait l'architecture imposante de son passé médical. Ses couloirs carrelés résonnaient encore des urgences d'autrefois et la salle 7, où je travaillais, avait été un bloc opératoire pendant la Première Guerre mondiale. Les murs gardaient la mémoire des milliers d'interventions qui s'y étaient déroulées. Cette nuit de janvier, j'ai reçu le corps du docteur Henri Vasseur, 73 ans, chirurgien réputé qui avait opéré dans cet même hôpital pendant 40 ans avant sa reconversion. Il était mort d'un AVC dans son bureau, s'effondrant sur les dossiers de ses derniers patients. Sa famille souhaitait qu'il soit préparé dans l'ancien bloc où il avait sauvé tant de vies. Ses mains portaient les stigmates de décennies de chirurgie, cicatrices de scalpel, callosité des instruments, doigts légèrement déformés par l'arthrite, mais qui conservaient encore leur précision naturelle. À son poignet, sa montre chirurgicale marquait l'heure exacte de sa mort, 14h37, moment où son cœur avait cessé de battre. L'atmosphère de l'ancien bloc opératoire était chargée d'histoire. Les rails au plafond, où glissaient autrefois les lampes chirurgicales, les prises murales pour les appareils médicaux, les évacuations spéciales dans le sol, tout rappelait l'activité fébrile qui avait animé ces lieux. Même reconverti, l'espace gardait son âme médicale. Vers 2 heures du matin, alors que je préparais le corps du docteur Vasseur, j'ai entendu des bruits métalliques caractéristiques, le tintement d'instruments chirurgicaux manipulés avec précision. Clic, 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 le son familier de pinces et de scalpels préparés pour une intervention. Puis un bruit de succion, comme celui d'un aspirateur chirurgical en fonctionnement. Les sons provenaient de l'angle de la salle où se trouvait encore un ancien chariot d'instruments conservé comme témoignage historique. En m'approchant, j'ai distingué une silhouette masculine en blouse verte, masque chirurgical relevé, qui organisait méthodiquement des instruments invisibles. Ces gestes étaient ceux d'un professionnel expérimenté préparant une opération délicate. La silhouette bougeait avec l'assurance du docteur Vasseur. Cette précision millimétrique que j'avais observée chez lui de son vivant quand il venait identifier des corps pour des affaires judiciaires. Il vérifiait chaque instrument imaginaire, les disposait selon un ordre précis, comme s'il se préparait à sauver une vie de plus. J'ai voulu l'interpeller, mais aucun son n'est sorti de ma gorge. La silhouette s'est retournée vers moi et a hoché la tête d'un air professionnel, comme un chirurgien qui salue un collègue avant d'entrer au bloc. Puis, elle a fait le geste universel du lavage chirurgical des mains, mouvement répété des milliers de fois pendant sa carrière. La silhouette s'est dirigée vers une table d'opération imaginaire et a commencé à mimer une intervention. Ses mains bougeaient avec la précision d'un maestro dirigeant un orchestre invisible, effectuant des gestes chirurgicaux d'une complexité évidente. Incision, hémostase, suture, chaque mouvement était celui d'un chirurgien en pleine concentration. L'intervention fantôme a duré 1 heure complète. J'assistais, fasciné, à cette opération silencieuse menée par un maître qui refusait d'abandonner sa vocation. Pas un geste inutile, pas une hésitation, la danse éternelle d'un homme qui avait consacré sa vie à réparer d'autres vies. À la fin de l'intervention, la silhouette a retiré ses gants imaginaires avec le même soin méticuleux qu'autrefois, puis s'est dirigée vers un lavabo inexistant pour se nettoyer les mains. Elle m'a regardé une dernière fois, a incliné la tête avec respect, et s'est estompée progressivement jusqu'à disparaître complètement. En terminant la préparation du corps réel, j'ai remarqué que les mains du docteur Vasseur étaient positionnées différemment. Elles reposaient maintenant dans la position exacte d'un chirurgien au repos après une opération réussie, légèrement écartée, paume vers le haut, comme s'il venait de sauver une vie de plus. Cette nuit-là, j'ai compris que certaines vocations transcendent la mort.
Le docteur Henri Vasseur continue d'opérer dans l'éternité, perfectionnant son art dans un bloc opératoire invisible. Sa passion pour soigner était si forte qu'elle a survécu à son corps, transformant l'ancien hôpital militaire en théâtre de ses interventions posthumes. Et l'histoire précédente? As-tu eu peur? Préparez-vous, car dans la prochaine histoire 9, vous choisirez le matin de la peur. Le Grand Hôtel de Cannes, palace mythique de la Côte d'Azur, avait été réquisitionné pour servir de morgue temporaire pendant le festival du film, suite à un accident tragique impliquant une limousine. Parmi les victimes se trouvait Anastasia Volkov, 45 ans, danseuse étoile russe, venue présenter un documentaire sur sa carrière. Elle était morte comme elle avait vécu, avec grâce et beauté. Je travaillais dans la suite présidentielle, transformée pour l'occasion en salle d'embaumement de luxe. Les dorures, les miroirs, les tentures de velours créaient un contraste saisissant avec la réalité de ma profession. Anastasia reposait sur la table de préparation, vêtue de sa robe de soirée blanche, celle qu'elle portait lors de sa dernière représentation au Bolchoï. Son corps conservait encore l'élégance d'une danseuse classique, port de tête majestueux, bras sculptés par des années d'entraînement, pieds aux orteils déformés par les pointes, mais qui racontaient l'histoire d'une vie consacrée à l'art. Ses chaussons de danse, rangés dans un sac de soie, avaient été retrouvés dans ses affaires personnelles. La famille avait insisté pour qu'elle soit préparée en tenue de scène, avec son diadème de strass et ses bijoux de famille. Elle a toujours dit qu'elle voulait être belle jusqu'au bout, avait murmuré sa fille entre les larmes. Dans la mort, Anastasia gardait cette aura de prima ballerina qui avait enchanté les scènes du monde entier. Vers minuit, alors que je procédais aux derniers soins esthétiques, une musique de valse s'est élevée dans la suite. Les accords cristallins d'un orchestre invisible ont empli l'espace, transformant la chambre funèbre en salle de bal. La mélodie était celle de la valse triste de Sibelius, pièce qu'Anastasia avait interprétée magistralement lors de ses adieux au Bolchoï. En levant les yeux vers le grand miroir de la suite, j'ai vu une scène qui défiait toute logique. Anastasia dansait, vêtue de sa robe blanche, évoluant avec la grâce éthérée qui l'avait rendue célèbre. Ses mouvements étaient d'une perfection absolue, chaque geste portant l'émotion d'une artiste qui savait que c'était sa dernière représentation. Elle dansait seule, mais on sentait la présence d'un partenaire invisible qui la guidait dans ses arabesques. Ses bras sculptaient l'air avec une mélancolie poignante, ses jambes dessinaient des lignes parfaites dans l'espace. Cette valse était un adieu, une dernière déclaration d'amour à l'art qui avait défini son existence. La musique et la danse semblaient émaner du miroir lui-même, créant un spectacle d'une beauté déchirante. Anastasia souriait en dansant, ses yeux brillants d'une joie pure qui transcendait la mort. C'était la performance de sa vie éternelle, libérée des contraintes du corps et des blessures accumulées par des années de discipline extrême. La valse a duré exactement 8 minutes, comme dans sa version originale au Bolchoï. Puis, graduellement, la musique s'est estompée et Anastasia a effectué sa révérence finale, celle qu'elle faisait à la fin de chaque spectacle. Elle m'a regardé dans le miroir, a porté sa main à ses lèvres et m'a envoyé un baiser comme elle le faisait pour son public. Quand j'ai détourné les yeux du miroir pour regarder son corps réel, j'ai découvert qu'il avait changé de position. Ses bras étaient maintenant gracieusement disposés au-dessus de sa tête, dans la pose finale de sa dernière valse. Ses lèvres esquissaient un sourire paisible, comme si elle venait de terminer la performance de sa vie. Le lendemain, pendant les obsèques à l'église russe de Nice, le chœur a chanté des hymnes traditionnels. Mais au moment de la bénédiction finale, j'ai entendu les premières notes de la valse triste, si ténue qu'elle semblait venir d'un autre monde. Plusieurs personnes ont tourné la tête, comme si elles percevaient elles aussi cette mélodie fantôme. Cette nuit-là, j'ai compris que l'art véritable est immortel. Anastasia Volkov avait transcendé la mort par la danse, offrant une dernière représentation qui resterait gravée dans ma mémoire pour l'éternité. Dans le silence de ma profession, j'emporte cette certitude. Les grandes artistes ne meurent jamais vraiment.
Elles se contentent de changer de scène pour continuer leur art dans l'éternité. La valse triste résonne encore parfois dans mes rêves, dansée par une ballerine éternelle qui refuse que le rideau tombe définitivement sur sa passion. Nastasia Volkov continue de danser quelque part entre les mondes, offrant ses représentations à ceux qui gardent encore une place pour la beauté dans leur cœur. Ces 9 témoignages authentiques nous rappellent que la frontière entre la vie et la mort est plus mince que nous l'imaginons. En tant que thanatopracteurs, nous sommes les gardiens de cette frontière, témoins privilégiés de phénomènes qui échappent à toute explication rationnelle. Chaque nuit, dans le silence de nos salles d'embaumement, nous côtoyons des mystères qui nous rappellent que l'âme humaine recèle encore des secrets inviolés. Ces expériences nous transforment, nous marquent et nous apprennent l'humilité face aux forces qui nous dépassent. Si ces histoires vraies vous ont marqué et que vous voulez soutenir la chaîne, considérez envoyer un super thanks. Votre contribution nous aide à maintenir la chaîne et nous permet de continuer à vous apporter ces témoignages terrifiants mais authentiques provenant du monde des thanatopracteurs. Chaque super thanks soutient la recherche de nouvelles histoires vraies d'horreur. Abonnez-vous, activez les notifications et dormez bien si vous le pouvez encore.